va passer à la partie 2. Alors, on a discuté de la formation, de l'autodidaxie. Là, et puis les deux, vous avez des heures de vol, comme je disais dans la première partie. Ouais. Mais c'est l'auto-formation dans une carrière. C'est ça notre sujet de cette partie 2. Et pour commencer, en fait, est-ce que vous continuez à vous former? Est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est continuel ou est-ce que c'est périodique? C'est tous les jours. Pour moi, c'est quoi une formation? Après, il y a dissocier de nouveau les outils. Bon, forcément, faut se mettre à jour sur les outils. S'il y a un programme, des nouveaux outils sur Photoshop ou des programmes 3D. Bon, voilà, ça c'est de la mise à jour. Comment dire? C'est utiliser des outils. Ça c'est fondamental. Mais bon, ce qui est plus important, c'est soi-même. C'est alimenter sa source et la remettre en question. Moi, ce que je faisais il y a 5 ans, puis ce que je fais aujourd'hui, ça évolue tout le temps. Et puis, l'auto-formation, pour moi, c'est lié à la remise en question perpétuelle. Donc voilà, c'est de nouveau une alchimie qu'il faut continuer à faire et trouver finalement. Il y a aussi une histoire de rythme, comme tu disais avant. Peut-être des moments faut rien faire, peut-être des moments faut. C'est jamais établi finalement cette alchimie qui fait que on garde cette remise en cause ou cette créativité qui est en fait infinie, alimenter tout ça. Et ça, il faut trouver des trucs. Et puis les trucs, ils évoluent. C'est pas parce qu'une fois j'ai trouvé un moyen de faire de cette manière que ça va changer. Ouais. Et comme on disait avant, tout d'un coup, c'est en utilisant un outil. Ça peut donner une idée sur un truc ou visiter. Moi, c'est beaucoup par l'échange. Quand je vois un truc très simple qui peut m'inspirer sur quelque chose que je suis en train de faire ou une expérimentation sur un travail personnel ou un étudiant, parler avant différentes cultures. Tout d'un coup, j'apprends un truc. Puis c'est ça qui est au quotidien finalement une auto-formation. Moi, je crois pas du tout. On fait peut-être comme peut-être dans d'autres métiers, on se met à jour, on prend des cours. Oui, peut-être. Mais c'est peut-être tout pour un créatif, je sais pas, pour un designer, tout d'un coup, c'est en faisant un cours je sais pas, peu importe, quelque chose dans une autre activité qui peut alimenter finalement sa propre créativité. Tu disais aussi, Anouche, avant, dans l'épisode précédent, du coup, que toi, tu mettais à ta disposition d'artiste un fond d'artiste. Tu te crées ton propre fond. Est-ce que c'est pas aussi une manière, justement, d'alimenter ton auto-formation par... parce que, enfin, voilà, comme vous disiez aussi, ça coûte de l'argent, c'est un temps à part, ces 4 années d'école à l'école, que pas tout le monde peut se permettre. Est-ce que ce serait pas un palliatif, justement, à ça, à pouvoir continuer de t'auto-former? Alors, moi, je suis un méga autodidacte. Ça a l'air intéressant, mais vous vous rendez même pas compte à quel point. Et en plus, pour moi, tout est lié. Ça veut dire que je n'ai jamais arrêté de me former. Et en plus, je me mets une pression en tant que professeur, c'est que je me dis, tiens, ce truc, il est sorti, c'est impossible que je l'utilise pas. Donc, quand je dis aux gens, je connais quasiment tout sur tout, c'est la vérité parce que j'ai au moins testé à un moment donné ou à un autre. Et en plus, ça va loin parce que je le relis dans mon métier. Ça veut dire que j'accepte des jobs sans être payé. Mais quand je sais que c'est sans être payé, je me mets en danger. Ça veut dire que je prends un truc que j'ai jamais testé. Du matériel de cinéma au grade ou avec un truc de location que je prends que j'ai jamais testé. Ou je fais un travail d'art et puis quelqu'un a une caméra RED, je sais même pas comment on l'allume. Je vais sur YouTube pendant 2 jours et je fais le film après et je fais le montage derrière. Là, par exemple, je suis en train d'apprendre DaVinci et je sais le temps qu'il me faudra pour l'apprendre parce que je me fixe une limite que je voudrais atteindre. Par exemple, dans les programmes de photographie Capture One, je peux le dire parce et avec toute l'humilité, je suis très très bon là-dedans parce que j'ai bossé comme un fou. Je sais, et ça il faut le savoir. Ça veut dire on sait quelle est sa limite, on sait quel niveau on a. Je sais quel niveau j'ai en Photoshop et je sais qu'un retoucheur quel niveau il peut avoir. On a tous ce niveau-là. On doit le connaître. Oui. On ne doit pas se mentir à soi-même sur les niveaux qu'on a.
Et je me dis, Da Vinci, pour arriver au niveau que j'ai dans l'autre programme, bah, il me faudra 2 ans, sûr. Et encore, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais je me mets en danger parce que j'essaye d'apprendre et finalement on apprend, on laisse tomber, on a oublié 80% de ce qu'on a appris. Je pense que ça résonne aussi un petit peu en vous. Mais le simple fait de redevenir étudiant, bah ça change ma manière d'enseigner aussi. Je me dis bah tiens, en fait je suis allé vachement vite avec les étudiants pour mes cours Photoshop et pas étonnant que je vois le néant dans leurs yeux. À des moments précis. Donc, je change des choses par-ci, par-là. Et effectivement, c'est se mettre en danger, c'est plutôt, voilà, c'est quand on a un vrai travail et qu'on sait les enjeux, les tenants et les aboutissants, bah, on se dit, bon, bah, tiens, je pourrais prendre un risque de faire avec tel objet ou avec tel matériel. Et en fait, ça crée des connexions, ça crée des liens. Ou alors de travailler avec telle personne aussi. Ça peut aussi être intéressant. Ouais, ça, c'est fondamental aussi. C'est bien connaître toujours ses limites. Ouais. Être bien au courant de jusqu'où on peut aller. Et puis, ben, ça fait partie aussi du métier. C'est finalement, après, ben, créer à travers son réseau, des connexions. Et ça, c'est super intéressant de travailler avec d'autres gens, pour en fait, voilà, arriver à aboutir quelque chose. Mais ça aussi, c'est quelque chose dans la formation qui est génial dans une école. C'est que déjà, une école d'art, ça fonctionne, il y a plusieurs départements. Et puis déjà là, moi je les pousse, mes étudiants, si tout d'un coup il y a un truc qu'ils savent pas faire, s'ils doivent présenter un projet, et puis toute la partie graphique, par exemple une typographie ou une mise en page, ben, ils savent peut-être pas très bien faire, ben va discuter avec un graphiste. Il y a un département graphiste qui est à côté, il suffit de descendre un étage. T'as besoin de faire une photo, tu sais pas comment utiliser un flash, va voir un photographe, va pas demander au professeur. Connexion entre étudiants. Apprendre en créatif, en fait, à connaître ses limites. Il y a peut-être des trucs qu'on aime plus faire que d'autres, ça c'est bien. Peut-être qu'un designer, il va tout d'un coup, en faisant, on les pousse à apprendre à savoir faire quelques photos. Ben, peut-être petit à petit, il va trouver du plaisir à faire de la photographie. Mais tu vois, à l'extérieur de l'école, c'est compliqué quand même. C'est ça. Après, il faut créer un réseau. Mais le problème, c'est ça. Pour faire ça. Celui qui est autodidacte. Ça, c'est compliqué. Imagine, il est autodidacte. J'ai même donné des séminaires à des clubs de photos. Et en fait, ces personnes-là, c'est génial. J'ai même jugé déjà leurs travaux. Et on m'a dit, soyez pas si durs. Mais d'un autre côté, eux, ils veulent juste produire quelque chose. C'est difficile pour eux. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur? C'est ça, en fait, le truc. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur? Parce qu'ils veulent juste avoir une belle image. Mais nous, on veut une œuvre. Voilà toute la différence. Donc, à l'extérieur, c'est compliqué, en fait. C'est difficile. Peu de gens, beaucoup pourront devenir des autodidactes et ils pourront gagner de l'argent, mais peu pourront devenir des artistes seuls. C'est compliqué. Alors que c'est bizarre parce qu'avant, si tu reviens 30 ans en arrière, il y avait que des autodidactes. Quasiment. Bien sûr. C'est ça. Et là, il faut dire que la masse d'informations, elle est négative quelque part. Parce que tous ceux qui regardent Instagram, qui regardent ça aussi, ça force à rentrer dans un moule qui est encore plus grand. Instagram est un énorme moule si on regarde bien, si on réfléchit bien. Si on regarde même les types de vidéos ou même les types de photographies, on est tellement dedans qu'on se rend pas compte que c'est quand même une sorte de moule à lui seul. Alors quand on commence à regarder pendant un bon moment, on a tous fait ces moments où à un moment donné, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qui se ressemblent. Des fois, il y a des petits trucs comme ça qui sont très jolis, mais c'est surtout ceux des artistes qu'on suit parfois. Mais sinon, il a une sorte de moule général qui fait que tout ça, ça va aussi influencer le monde entier là-dedans. Donc, il faut faire aussi attention. Alors, c'est vrai que on revient finalement au même point qui était de faire une école d'art, si on peut se le permettre, ou se faire une formation. Mais il faut jamais s'arrêter. Mais c'est vrai que tu as des trends. Il y a des trends sur les réseaux sociaux, justement, où quand tu es confronté à devoir produire pour des institutions, entreprises, multinationales, etc.,
eux, ils vont chercher à être dans ces trends parce qu'ils doivent vendre leurs produits, que ce soit à leurs employés ou aux clients. Tu vois, il y a ce truc où on doit être dans la trend, dans la vidéo, le rythme de la vidéo. Par exemple, si je prends le cas de la vidéo, je trouve qu'en photo, ben oui, il y a des trends dans les filtres Instagram, on va dire. Ben oui. Mais en vidéo, moi, je le ressens beaucoup en voyant ce que François doit produire et les demandes des clients, où il y a beaucoup de demandes du client de coller à une trend. Et ouais, t'as un côté qui est un peu enfermant en fait là-dedans. Ben, c'est ça que aussi peut-être dans une école, je parlais de discours après, faire une sorte d'architecture du discours, parce que le trend dans notre métier, on peut pas aller contre. Mm-hmm. Et il faut savoir utiliser en fait ça sans se trahir. Je prends l'exemple d'un exemple que j'ai eu il y a pas longtemps. Il y a un peu dans mon métier un trend sur la couleur verte. Alors, qu'est-ce que va faire le client? Il va voir des marques qui sont peut-être leaders, et puis il y a quelqu'un qui va faire du vert, et puis tout le monde veut faire du vert. Mm-hmm. Alors, nous, en tant que créatifs, si votre client veut faire du vert, Mm-hmm. vous pouvez pas aller contre. Parce qu'à la fin, si vous proposez du bleu, il veut du vert. Donc, moi, j'ai appris que ça sert à rien d'aller contre. Par contre, à le faire réfléchir, amener un discours, à faire leur propre vert. Qu'est-ce qui va différent? Oui, tu veux faire du vert, mais comment tu vas le faire? Et amener tout un discours, une réflexion par rapport, si dans le cadre d'une marque, par rapport au patrimoine culturel de la marque, ou sa vision. Apprendre à construire un discours créatif autour des trends et tout ça, parce qu'on peut pas, c'est comme un filtre en photographie, on peut pas aller contre. Et ça fait partie aussi d'un créatif, de savoir un peu lâcher tout ça. Et d'amener un discours personnel et aider, dans le cadre d'un client, à amener un discours construit. Et ça, dans une école, on en apprend à faire. Amener cette construction du discours, et de construire quelque chose, en fait. Si je fais une couleur, je parle des couleurs, la couleur, c'est toute une théorie, hein, c'est presque mathématique. Alors que la plupart des gens, je vois dans mes clients, les couleurs, c'est un peu, mais c'est les goûts et les couleurs. Non, pour faire des couleurs, il y a des règles. Il y a des règles. Il faut les connaître. Ce qui permet de construire un discours. Ouais. Moi, il y a une chose que j'ai mis en place pour séparer justement cette partie très, nous on travaille beaucoup dans le corporate, donc ces vidéos en fait finalement qui te font pas vibrer ou voilà, et c'est vraiment comme là tu disais la couleur verte, le client il veut cette couleur verte, le client il veut que ça se coupe là et il veut qu'il y ait cette image là et puis voilà. Donc moi j'ai au début je prenais ça très à cœur parce que j'ai l'impression que c'était une attaque contre moi. Personnel, bien sûr. Personnel. Et en fait, j'ai dû faire ce travail de faire une séparation. C'est comme si je mettais un uniforme de travail où quand je vais au travail pour ce genre de projet, j'ai un uniforme. Et après, quand c'est pour mes projets personnels, des courts-métrages, des documentaires, des choses comme ça, là, j'enlève en fait ce déguisement en fait finalement. Mais au début, je l'avais pas compris. Et je pense que c'est hyper important aussi de faire la séparation, un peu se déguiser en fait. C'est marrant que tu parles de déguiser, parce que évidemment j'ai aussi ce cas de figure. Alors avant effectivement c'était blessant tout au début où on veut essayer de dire il faut faire ça. L'idée que vous avez, alors on peut pas dire l'idée que vous avez est nulle. Ouais. Mais mais en fait je dirais que c'est pas un déguisement. Moi je dirais que c'est une limite fixée par la personne. Ça veut dire que il propose quelque chose et j'essaye de le pousser, et ça c'est le discours est capital, c'est que j'éduque beaucoup en fait les clients jusqu'à un certain point. Alors plus on a d'expérience, plus on peut l'ouvrir, et plus on est connu, plus on peut l'ouvrir aussi. C'est ça qui est aussi intéressant. Et après à un moment donné il y a une limite qui est fixée. On se dit voilà, il ira pas plus loin. Mais dans mon cas, moi, j'ai pas vraiment de déguisement puisque je me dis, je vais faire en sorte que ça soit bien avec la limite qui m'a fixée, point barre. Et ça ira pas plus loin. Je sais que ça sera OK, mais c'est lui qui l'a voulu. C'est fini à ce moment-là. Mais des fois, j'essaye de le pousser. Je pousse au maximum et puis on arrive. Mais il y a des marques, c'est pas possible. Non, il y a des marques, c'est pas possible. C'est vrai que j'étais un peu comme toi. Hein. À un moment donné, forcément, on est déçu. Parce que encore ces trucs qui viennent des trends, etc.
Puis il y a un moment donné dans ma carrière où je faisais comme toi, quand je travaillais pour une marque, je mettais le déguisement de la marque. Ouais. Maintenant, moi, j'aime bien, au contraire. Alors, si on me dit vert, et je le retourne en fait la question. J'essaye mais pourquoi vous voulez faire du vert? Pourtant, c'est l'inverse, hein. C'est eux qui me mandatent sur quelque chose et je devrais faire. Et en fait, ils ont un brief, hein. À travers un brief, on nous dit quoi faire. Moi, j'essaye de questionner les briefs et puis leur remettre un peu en question pourquoi ils me demandent de faire ça. Et puis c'est sûr, c'est des choses qu'on fait avec l'expérience. Si on pose les bonnes questions, on peut même le faire arriver à la place du vert, faire une autre couleur. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, il faut un petit peu de bouteille. L'élément et puis, aussi voilà. qu'il faut, c'est qu'on ait un client qui soit prêt à entendre ça. Absolument. On Il y a en des gens, c'est discutait, pas je possible. crois, en off juste avant de commencer l'émission, où justement, il y a des gens qui sont à des postes ils ont rien à faire ici. Ils ont aucune notion, en fait, dans un domaine. Et du coup, ça veut dire que peu importe ce que tu vas leur apporter avec ta vision, en fait, eux, il y a le script et puis c'est écrit en Arial 12 qu'ils doivent faire ça comme ça. Et si ça rentre pas là-dedans, tu as beau lui expliquer avec avec toute la persévérance, ça va pas rentrer. Et c'est là que moi, j'utilisais cette image de déguisement, mais c'est là que je te rejoins où tu te mets une limite. C'est vrai qu'au bout d'un moment, nous, il y a eu des super projets, on était là, c'est super et tout. Puis au bout d'un moment, ils ont voulu, ça a dégradé. Mais puis au bout d'un moment, tu te mets limite et t'es là, ok, bon bah voilà. Bah c'est la gestion de frustration. Ça veut dire t'es frustré et de nouveau à un moment donné, tu dis c'est bon, c'est parti. Ouais. Ça passe, c'est le prochain travail qui ira. Mais ça fait un moment que vous faites ça. Donc forcément, il y a des moments où vous vous sentez mieux que d'autres. Oui. Hein, vous savez, il y a des marques énormes qui sont arrivées à des moments où je me sentais invincible. Alors des fois, je me dis, c'est quand même, quand je réfléchis à la manière dont je leur ai parlé, non mais c'est vrai, hein, je te jure, mais quand je te dis des marques, même pas, j'ai pas le droit de le dire. Je me dis, mais comment j'ai osé leur parler comme ça, alors que je pense me serais écrasé. Il y a aussi l'expérience, et puis après, plus tu vieillis, comme disait dans L'Arme Fatale, hein, t'es trop vieux pour ces conneries. C'est vraiment ça. Et que, par exemple, une marque te propose une idée et tu leur dis, mais, enfin, mon Dieu, j'avais dit, elle est pourrie, l'idée. Qui a eu cette idée? Ah, c'est notre chef. Oh mon Dieu. Alors, et en fait, c'est pas qu'elle est pourrie, mais elle joue, enfin, oui, elle est pas bien. Elle est pas bien. Et du coup, je leur ai dit, ce jour-là, par exemple, ça c'est aussi une expérience, je leur ai dit, dans mon expérience de vie, j'ai accepté des jobs en sachant que c'était pas bien. En sentant que c'était pas bien. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Toi, t'es pas content. Le client n'est pas content. Et en fait, personne n'est content et c'est un temps perdu et une frustration générée. Ouais. Et à un moment donné, je l'ai fait 3 fois sur 20 ans. Je me suis promis, j'ai fixé une règle que quand je sens qu'une idée est pas bien, je vais le dire. Pour une fois. Et moi, je suis assez gentil, je suis connais des gens et ils sont assez radicaux. Moi, je suis plutôt gentil, j'essaie d'aller plutôt avec le client ou avec une personne, aller au bout. Mais là, je me suis promis, et je leur ai dit, je me suis promis de dire quand ce serait pas bien et cette idée est pas bien. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez m'obliger à le faire. Ça sera pas bien, vous allez pas m'aimer, moi je vais pas aimer et on va plus jamais bosser ensemble. Puis d'un coup, ils sont là, mais non, trouvons une solution. Voilà une idée dans l'idée que vous avez, peut-être voilà pourquoi ça fonctionne pas. Et en fait, c'est ça là aussi la notion d'expérience peut permettre aussi une forme de liberté. Mais voilà, est-ce qu'on va rebosser ensemble parce que j'ai osé l'ouvrir ou j'ai osé dire quelque chose? C'est ça. Mais à un moment donné, il faut. Ce que des gens aussi ne comprennent pas, c'est que en tant que créatif, nous on doit aussi avoir envie de le faire. C'est ça le truc, c'est que le travail sera bien si nous aussi on a encore cette flamme, si on a envie de le faire, même si on a des limites très petites. On dit, bah voilà ton bac à sable, tu t'amuseras que dans ce petit bac à sable. Alors si je peux juste m'amuser avec une petite pelle, ça me suffit. Mais laisse-moi quand même m'amuser. Si tu m'enlèves ça, bah c'est comme si j'allais travailler pour un boulot payé qui m'apporte rien. Je redeviens un moldu. Mais c'est dur parce qu'en fait, il y a aussi, quand t'as ce moment où tu te sens invincible, où ton agenda il est rempli, où ta femme elle est au plus haut, c'est facile. C'est facile. C'est pas facile, mais c'est une option qui existe.
Et puis, pour l'étudiant qui sort de formation, pour la personne qui est en début de carrière ou qui est dans un creux de sa carrière et qui doit pouvoir rebondir et bouffer, c'est aussi moins confortable. Ça, c'est la connexion qu'il disait dans les écoles. Ouais, puis après, comme tu disais avant, la gestion de la frustration, parce que ça fait partie. Bien sûr, ça fait tellement partie. Ça fait partie de la vie d'un créatif. Dans les arts appliqués ou en tant qu'artiste. Finalement, c'est cette gestion de la frustration et on en a tout le temps. Tout le temps, ouais. Ça peut être sur un projet, peut-être une petite phrase dite par un client, ou ça peut être ça peut être plein de choses. Un projet refusé où on a mis son cœur et âme. Et peut-être même des fois, moi, certaines frustrations où j'ai un projet qui est sélectionné, puis je suis pas content de ce que j'ai fait. Donc, peu importe, la gestion de la frustration, c'est quelque chose d'important à gérer parce que c'est ce qui fait peut-être qu'on dure. Et puis, ce qui est important, moi, ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est comme tu disais avant. Ce qui est important, c'est de dire les choses. Vous les faire comme ça, moi, je ferai comme ça. Mais après, t'expliques pourquoi. Tu expliques pourquoi. Ouais. Il y a amené tout le discours autour. Après, c'est eux qui prennent la décision. Faut les fédérer à ta cause. C'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'il faut non seulement les fédérer, mais il faut les amener dans ton univers, petit à petit. C'est ça qui est important. Si tu viens me chercher, c'est que tu veux quelque chose que tu as aimé. Donc, viens quand même un petit peu dans mon univers. On va trouver cet équilibre entre deux. La notion d'argent est aussi compliquée là-dedans. Ça veut dire que des fois j'ai envie de travailler pour quelqu'un en leur disant bon, on va trouver un équilibre. Je ne veux pas avoir où je vais ruminer parce que je serai pas assez payé par rapport à ce que je considère le travail que ça va me demander. Trouvons un équilibre entre deux. Sinon on le fait pas. Mais typiquement j'ai eu de nouveau des marques où par exemple une marque de montres est venue me chercher. Ils m'ont montré l'univers, j'ai passé une journée entière avec eux. Ils me proposent un budget assez colossal pour ce qu'ils voulaient. Et à la fin, ils disent bon alors qu'est-ce qu'on fait? Je fais non, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, mais j'ai un étudiant qui vient de finir. C'est parfait, il est fait pour vous cet étudiant. Donc non seulement vous allez le contacter, mais vous allez lui foutre la paix. Je vous jure que j'ai fait ça. Incroyable. Vous allez faire exactement ce qu'il a fait dans son diplôme. Et ils l'ont fait. Et cet étudiant en cartonne maintenant. Donc tu étais en train de dire que t'as pissé sur un paquet de billets en fait à ce moment-là. Mais oui, alors j'ai une notion avec l'argent qui est un peu étrange, c'est que je suis plus attiré par l'excitation d'un projet que par la notion d'argent. Donc alors oui, des fois c'est nécessaire, mais c'est pour ça que j'accepte aussi des projets qui sont moins intéressants. Mais pour moi ça restera intéressant parce que le budget de ça va m'aider à faire un autre truc un plus intéressant. Okay. Donc j'ai une notion de vase communicant avec l'argent. Et donc du coup ça m'est déjà arrivé de donner pas mal de travaux à certains étudiants parce que je trouvais que ça allait bien. En plus c'est un travail, c'était de nature morte. Oui, je l'aurais pu le faire, mais cet étudiant qui a fini et que son diplôme était génial, j'aurais dit vous allez le laisser faire et vous allez lui foutre la paix. Mais vraiment, c'était ça. Ce qu'il va faire pour vous, c'est ce que vous allez avoir envie. Et après, j'ai vérifié en plus. Mais il y a aussi ça, c'est que maintenant, il y a des étudiants qui sortent de l'école et qui ont cette notion d'argent qui est trop haute. J'imagine même pas le nombre de travail que j'ai accepté gratuitement. Je veux dire, il y a des étudiants qui... ils veulent faire assistant, mais ils veulent être payés tout de suite. Alors qu'ils ont 0 niveau. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai accepté tellement de boulot juste pour être à côté de ce tel photographe j'ai fait de l'assistanat aussi parce que j'avais juste envie d'être là dedans. Bien sûr. Et eux, ils ont une notion d'argent comme ça qui je me dis mais qui est limitante en fait parce que du coup ça te crée une barrière, un mur. Mais oui, c'est ça. C'est complètement fou. Et d'ailleurs, même l'étudiant que je l'ai appelé, je dis mais tu as tel budget, mais tu vas faire beaucoup plus. D'accord, tu t'arrêtes, hein, tu fais plus comme t'as fait sur ton diplôme, qui était un travail gigantesque. Peut-être le budget c'était pour 15 images, il faut que t'en fasses 45. Et tu la fermes. Tu fais ça parce que c'est là où, en fait, certains se rendent pas compte, un projet commercial devient un projet artistique. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ouais, ça c'est incroyable. C'est le Saint Graal, c'est la pépite d'or.
quand un projet commercial devient un projet artistique. C'est hyper rare. Donc, ça va soit demander, la personne qui est en face de vous est ouverte d'esprit, et soit on arrive à la convaincre, et tout d'un coup, petit à petit, avec l'influence, on peut l'orienter vers un projet artistique, ou alors, on se comprend. Il est assez, je dirais pas intelligent, c'est méchant, hein, c'est pas le cas, mais il est assez ouvert d'esprit, et il sent aussi le truc, on se dit, ça va être quelque chose d'assez particulier. Donc voilà, dans ce cas de figure, c'est devenu un projet d'art est devenu un projet commercial qui est devenu aussi un projet d'art. Mais des fois, voilà, on est piégé, quoi. Donc, Ouais, ça, c'est des alchimies qu'on peut pas incroyable, connaître au on peut départ. pas connaître, non. Ça fait partie aussi de la prise de risque. Ouais. Si on revient un petit peu à l'auto-formation, parce qu'on a un petit peu dévié, On a drôlement dévié. plus ou moins, parce qu'on peut faire des liens quand même, mais c'était super intéressant. Si on revient un peu à l'auto-formation, est-ce qu'il y a des moments dans votre carrière, à chacun, où vraiment le fait d'avoir continuellement eu cette remise en question et cette auto-formation a joué un rôle crucial? Oui. Moi, non, j'ai l'impression que c'est au quotidien, donc forcément, il y a des paliers. Mais non, j'ai l'impression que c'est un petit peu au quotidien que ça se fait, quoi. Donc c'est naturel en fait. Ouais, c'est assez dès que ça naturel. vient, ouais. C'est naturel. Bon, ce qui fait qu'on on a tous un peu torturé, hein, forcément. Et il faut rester torturé. Faut se forcer à l'être parce que sinon on s'endort. Ouais. Et c'est pour ça que il faudra quand même un équilibre. Hein. Il y a un petit peu des jobs où on applique finalement des recettes qu'on connaît. Et ça c'est normal. Il faut aussi à la fin du mois, faut payer ses factures. Faut toujours trouver un équilibre. Tu disais avec les finances, c'est exactement ça. C'est finalement les finances, c'est un peu la même chose. Il y a des fois des travaux qu'on va faire, on se met plus en danger. Et puis, on accepte peut-être d'être moins bien rémunéré, mais il faut qu'on y trouve un intérêt. Et puis, il y a des jobs, où il suffit d'appliquer ce qu'on sait faire. Et c'est très bien, hein. Ouais. Ça convient à tout le monde. Peut-être en tant que créatif, on a l'impression que c'est moins bien, mais le client, ça lui suffit. Il est content avec ça. Et puis, nous, on a assuré une forme de qualité. Ça, c'est aussi important d'assurer cette forme de qualité. Et tout le monde est content. Et ça fait partie du travail. Au quotidien. C'est ce qui fait que trouver un équilibre en tout ça. Et ça, c'est vrai que les étudiants, peut-être au départ, forcément, on est plus jeune, donc on est plus, à vif et on se rebire plus quand il y a des refus ou comme ça. Mais finalement, c'est des équilibres à trouver aussi au niveau financier. Ouais. On peut pas se lever le matin et puis se dire, toutes les heures que je vais faire, elles vont être payées à tant de l'heure. Ça, c'est pas possible dans les métiers créatifs. Ouais. Ça fait partie du jeu. Il y a pas un tarif, parce que souvent les étudiants, ils me demandent, mais combien je dois facturer l'heure? Oh, putain, moi, alors, bien sûr, il y a quand on travaille pour certaines marques, on peut appliquer certains tarifs, on va dire, il y a des tarifs qui sont un petit peu standardisés. Mais on peut pas faire toutes les heures de créativité de cette manière-là. Il faut un petit peu ajuster, comme tu fais, tu mets ton fond créatif. Ouais. Moi, je le fais aussi indirectement dans des travaux de laboratoire où j'ai partie de ce que je gagne, j'investis dans des travaux de recherche. Voilà, puis chacun a sa méthode, mais on peut pas se lever le matin en disant mais aujourd'hui j'ai gagné tant. Ouais. Puis même si ça devient comme ça, c'est pas bon. Ouais. Intéressant. Anoush, est-ce que toi t'as est-ce que des moments une comme formation personnelle, un truc autodidacte a pu servir? C'est compliqué parce que c'est des petites choses, parce que l'autodidaxie, est-ce que ça peut être sur on apprend un gros truc, qu'est-ce que veut dire aussi autodidacte? Est-ce qu'on est allé suivre une petite formation alors qu'on est à l'extérieur? Est-ce que ça veut dire ça aussi? Ça peut, ouais. Ça pourrait. En vrai, j'ai regardé la définition d'autodidacte parce qu'on dit autodidacte, mais normalement, autodidacte, c'est tout seul. Ça veut dire c'est sans... Tout seul. C'est la base de la définition. Je peux me tromper, mais je l'ai encore lu hier soir. C'est vraiment... Déjà, la base, ça veut dire sans l'aide d'un maître. Mais je suis allé regarder la définition complète et c'est sans l'aide de formation, rien. Ça veut dire qu'on est tout seul
et on arrive à faire quelque chose. Je suis pas vraiment d'accord avec cette notion. C'est cette définition-là. Parce que tu peux être seul et tu dis, je vais aller suivre un cours, Oui. une formation les samedis. Mais je suis d'accord avec toi. On hein. est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce mais que c'est comme ça que moi je Ouais. l'envisage Ouais, ouais. l'autodidacte. C'est que c'est en dehors d'une école. Alors je dirais que si parce que je connais des photographes qui sont totalement autodidactes. Par exemple, il y a un jeune, c'est là où j'étais allé, dans un concessionnaire. Il me dit, vous êtes photographe? Alors forcément, moi je fais des photos et tout. Alors si tu savais le nombre de fois que j'ai eu ce genre de discours. Et il dit, oui, je fais des photos pour moi et tout. Est-ce que je pourrais vous présenter? Bien sûr, je dis toujours oui. Mais je m'attends pas souvent à quelque chose. Et là, sublime. Mais il fait des photos de voiture. C'est son dada. Magnifique. Et là, je lui dis, mais il faut continuer. Il faut aller suivre tel cours. Il peut vraiment devenir, ça peut être son métier de faire des photos de voiture. Trop bien. Et en donnant des conseils. Et puis, oui, alors il a probablement suivi un cours sur, par exemple, on peut acheter des cours sur Internet. Alors ça, c'est totalement autodidacte puisque on regarde. Mais il pourrait très bien aller faire une petite formation par-ci par-là. Il y en a qui le font. Par exemple, ils font des voyages pour apprendre avec un photographe, voyage photo de nature, par exemple, en Islande ou au Pérou. Alors oui, moi je considère aussi que c'est une forme d'autodidaxie où on peut aller. On est seul, mais on a quand même payé ce cours pour faire 2 semaines, par exemple, de trip photo ou faire des cours de céramique, tout simplement. Ouais. Donc, oui, mais alors la question c'est est-ce que ça a servi? Est-ce que toi... Oui, en fait, oui, bien sûr, parce que ça m'est arrivé d'apprendre un truc que j'ai injecté dans mon propre travail ou apprendre un truc que j'ai injecté dans l'enseignement. Ça m'est arrivé, oui. Est-ce que ça m'a sauvé? Non, parce que c'est toujours des petites choses. C'est des petites choses qui font un tout. Et ce tout se remettra constamment en question sur le prochain truc. Ouais. Y a pas de je suis arrivé là. Ça n'existe pas dans le milieu. Parce que même ceux qui sont très hauts, il y a toujours d'autres projets. Je veux dire, moi je côtoie des gens, d'autres types d'artistes, des acteurs, des réalisateurs, des chanteurs qui sont sur le toit du monde. Alors oui, c'est facile parce qu'ils ont une renommée, mais ils se voient par rapport à d'autres gens au même niveau qu'eux. Ouais. Il faut voir ça. Ouais. Quand on voit par exemple une remise des Grammy où Kanye West dit oui, mais c'est Beyoncé qui aurait dû avoir le truc. C'est parce qu'il y a une forme de jalousie entre eux aussi. Mais à chaque niveau, on est tous à un niveau particulier et on a toujours envie d'aller plus haut. Et donc, effectivement, rien ne vous empêche être autodidacte. Alors, il y a de plus en plus de concours, ça aide vachement. Donc, on peut gagner des concours. Les concours fait que vous êtes vu et du coup, à un moment donné, si vous êtes vu, vous avez peut-être des travaux. Si vous êtes sur Instagram et que vous avez mis des travaux, vous aurez peut-être d'autres travaux et ça va générer. Puis à un moment donné, c'est difficile. Peut-être que vous allez pouvoir lâcher votre métier, on va dire alimentaire. Ou alors faire en parallèle. Il y en a qui trouvent un équilibre entre les deux qui leur suffit largement. En fait, toute la question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? C'est ça la vraie question au final, surtout en tant qu'artiste. Parce que la vie d'un artiste, c'est une vie torturée. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu, à un moment donné, il y a quelques produits que j'ai dessinés pour certaines marques qui ont eu pas mal de succès. Et il y avait d'autres marques qui venaient chez moi qui voulaient que je refasse la même chose. Et ça c'est terrible parce que je voyais bien, ils voulaient que je leur fasse une copie en fait. Et c'est ce qu'ils voulaient. Et ça, c'est compliqué. C'est que s'il y a comme toi en photographie, tout d'un coup, tu fais un travail, on vient chez toi, mais pour que tu refasses la même chose. Et ça m'intéresse pas. Et en plus, souvent, c'est pas la bonne. Quelqu'un qui veut reproduire quelque chose, c'est souvent faux en plus. Oui. Déjà, c'est pas intéressant créativement. Puis souvent, pour la marque qui demande ça, c'est une fausse stratégie. Et ça, c'est compliqué d'expliquer à ces gens. C'est des objets. Voilà.
Moi, Mais- c'est des êtres Ouais, humains, ouais. donc Ouais. il sera forcément différent. tu Oui, vois. oui. Ouais, c'est vrai que dans le cas d'objets, c'est peut-être plus concret. Ceux en nature morte, Ouais, voilà. ok. Ceux Ouais. qui font des photos de nature morte, ok, ils sont le même problématique. C'est ça, tu fais une campagne publicitaire, l'autre, bah forcément, s'il a eu du succès, il veut que tu reproduises Ouais, la mais même ça chose. sera forcément différent. Mais dans ton cas, c'est compliqué parce Ouais, que des fois, c'est compliqué. Ouais. Parce que j'ai eu des clients, je dis, ok, alors on va faire ça comme ça. Ouais, alors faites. Puis en fait, non, mais moi je veux regarder ce que vous avez fait pour l'autre marque là. Mhm. Et ça m'est même arrivé certaines fois où ils avaient l'impression que je leur filais des projets qui n'avaient pas été retenus Mhm. par les autres marques en question. Alors que je faisais le même travail. Et ça, c'est compliqué finalement à détruire finalement des fois comment dire, un travail qu'on a fait qui a un certain succès, puis fait finalement de pas le répéter, et puis sortir de ça. Parce que pour finir, on est catalogué aussi en tant que créatif. Ouais. Et puis celui qui fait du verre, ben on va toujours lui demander de faire du verre. Mais tu deviens un peu celui qui a fait un tube. Et ouais, musique, voilà, ben c'est ça. Et c'est puis exactement qui, ça. toute sa vie, pendant les 30 C'est ans ça. de carrière qui lui reste, va jouer son tube à tous C'est les ça. concerts, et s'il essaye un autre truc, T'es nul. la foule va Ouais, dire, c'est joue-nous ça. le... C'est exactement Ouais. cette Ouais. problématique. Et c'est pour ça qu'il faut rester toujours dans le discours. Ouais. Finalement, finalement, tout ça, ce qui est important, c'est la construction. Pourquoi? Mhm. Le concept. Mhm. Après, finalement, la mise en forme, elle est évolutive. Mhm. Mais plus on parle, et plus je me rends compte quand même d'une chose, c'est que là, des gens nous regardent, vont nous Mhm. regarder. Et en fait, je me rends compte que, évidemment, c'est génial d'être dans une école. Mais des gens qui sont autodidactes, qui nous regardent à l'heure Tout actuelle. à fait, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Et je me dis, c'est la meilleure période de réussir en tant qu'autodidacte. Mhm. On a tous les outils à disposition. La seule différence, c'est que vous devez bien tous, je vous regarde tous, vous devez tous chercher des références, Mhm. des choses qui vous plaisent. Et n'allez pas chercher des références basses, allez chercher des références les plus hautes, même inaccessibles. Voici votre but, et c'est comme ça que je veux venir. Regardez son univers, essayez de le comprendre. Et là, je parle dans tous médias confondus. C'est ça le truc. Tout type d'artiste. Regardez le meilleur. Ne regardez pas un moyen. Regardez celui qui est le plus inaccessible. Comprenez, lisez, regardez l'histoire, ne soyez pas frustrés et essayez d'atteindre ce but. Et donnez-vous les moyens d'atteindre ce but. Et franchement, ils peuvent y arriver. Regardez tout simplement je reviens par exemple à The Voice. Vous avez vu par exemple, The Voice, ça c'est très très bien parce qu'on les voit maintenant, mais vous regardez 10 ans en arrière, ils n'avaient pas le niveau qu'ils ont maintenant. Mhm. Pourquoi? Parce que ils regardent d'autres chanteurs, ils ont des matériels hyper accessibles, ils font leur propre montage sonore, et certains arrivent déjà avec des musiques, et comme ils se sont intéressés à différents univers de gens qui suivent, ils peuvent écrire leur propre composition. Et ils sont déjà artistes parce qu'ils ont fait eux-mêmes ce processus de création, sans l'aide de quelqu'un. Mais ils l'ont montré peut-être à d'autres amis qui sont aussi dans le milieu, et ça a pu les bousculer. Donc, dans tous les cas, ce que je conseille à tout le monde, c'est faites, en fait. Vraiment, faites. Continuez, créez, regardez ce qui se fait, allez voir des expositions, lisez des livres de choses, par exemple, en photographie, allez voir des livres de photos, mais dans tout domaine créatif, il faut absolument se renseigner, et à partir de là, surtout faites. N'hésitez pas. Quand il y a du matériel, n'achetez pas des trucs cheap. Voyez haut. De toute façon, alors pas besoin de vous. C'est pas le matériel qui fait. Alors soyons clairs, je dis pas qu'il faut dépenser. C'est pas le matériel qui fait l'œuvre, mais si vous avez commencé par un petit matériel parce que le budget le permet, ok. Mais à un moment donné, vous dites bah tiens, si ce son ou cette image il est bien, qu'est-ce qui fait que c'est bien? Alors du coup, je vais dépenser un petit peu plus pour avoir ça, ou dépenser un petit peu plus pour avoir ça, parce que celui-ci il travaille avec ça. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. Je veux pas que les gens se découragent. Je pense que l'art guérit le monde. C'est beau. Mais oui, c'est vrai. L'art guérit le monde, et en fait, il en faut de plus en plus. Pour moi, la création artistique est tout ce qui compte. Et faites-le pour vous. Et si vous gagnez de l'argent, mais tant mieux.
tant mieux. Parce que vous allez passer du moldu à un sorcier. Tout simplement, c'est ce qui va se passer. C'était une très belle façon de clôturer cette partie 2. Oh, J'ai rien d'autre à rajouter. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. C'était vraiment un honneur de vous avoir parmi nous. On aurait pu continuer encore, je pense, pendant 4 heures. Pendant Oui, 4 heures, j'ajouterais peut-être juste quelque chose pour terminer sur ce qu'Anouche vient de dire. C'est vraiment, quand on commence en tant qu'autodidacte, il faut presque faire une overdose de références. Aller voir une multitude de choses, même des trucs qui nous plaisent pas. Parce qu'il y a quelque chose qui va rester. Et finalement, à un moment donné, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Ouais. Mais c'est pas en restant chez soi ou derrière son ordi que ça vient. Il faut se déplacer, il faut être curieux. Le critère numéro 1 pour la créativité, c'est la curiosité. Ouais. Super. Merci beaucoup. Merci Xavier, merci Anouche. Ouais, merci à toi William aussi. Merci François. C'était hyper intéressant. Et puis merci à vous de nous écouter, de nous regarder chaque semaine fidèlement. N'oubliez pas qu'on est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, etc., etc. Et puis bien sûr en vidéo aussi sur YouTube et KVA. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.